Salut les frères, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de la situation du Barça. On va revenir sur ce fameux match face à Girone un peu plus à froid. On va aussi un peu parler et revenir sur cette défaite en Copa face à l'Atlético. Parler un peu de l'équipe, cette défense, le système de Flick. On va parler un peu aussi de Flick évidemment. On est directement parti les frères. Avant que la vidéo ne commence, je voulais juste faire une petite parenthèse pour souhaiter à tous mes frères et sœurs musulmans un bon ramadan. J'espère que tout va bien se passer pendant ce mois-là. Profitez bien avec la famille. Pour ceux qui me suivent et sont chrétiens, bien évidemment, bon carême à vous. J'espère que de votre côté aussi tout va bien se passer. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. J'espère que tout va bien se passer pour vous. Passons maintenant directement au vif du sujet. Je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. 2 défaites consécutives. Ça faisait depuis un très long moment qu'on n'avait plus vu 2 défaites consécutives de la part du Barça. Je pense que depuis l'arrivée de Flick, on n'a jamais vu ça, sincèrement, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'on a déjà vu une défaite puis un match nul et encore, mais 2 défaites consécutives, c'est du jamais vu sous Flick. Tout d'abord, il y a eu cette défaite 4-0 face à l'Atlético en demi-finale aller de Copa. Une humiliation, c'était un match à oublier, entre guillemets, vous m'avez compris. Ensuite, ça a enchaîné avec cette défaite 2-1 contre Girone, ce qui nous fait perdre la première place du championnat. Et surtout, ce qui nous inquiète le plus, nous, hormis les défaites, même si les défaites, bien évidemment, nous inquiètent, mais à part réellement ces défaites-là, c'est le niveau qui est affiché par l'équipe, la défense qui est plus que fragile, un pressing qui ne suit pas du tout. On va en parler tout ça dans cette vidéo-là. Comme je l'ai dit dans le débrief face à Girone, même si j'étais à chaud, etc., là, je suis plus à froid. J'ai eu le temps un peu de revoir ce match-là face à Girone. J'ai pas revu le match dans l'intégralité, j'ai plus revu les highlights, les moments forts, etc. Et honnêtement, c'est assez inquiétant de se dire que Girone, qui était, il me semble, avant qu'on les affronte, 14e, 15e, ont juste pu se procurer autant d'occasions. Je sais pas si on se rend compte. Il me semble qu'ils finissent avec un XG de 2,70, un truc dans le genre. On est quand même le Barça, c'est pas possible de se prendre un XG pareil. Et on le voit avec cette équipe de Girone qui nous a pas mis un but, qui a essayé de jouer au football contre nous. Et voilà ce que ça a donné. Face à l'Atlético, n'en parlons pas, 4 buts en une mi-temps. Je me suis revu les highlights, les moments forts, et toutes leurs grosses occasions viennent de la première mi-temps. En même temps que je vous parle, je vous afficherai toutes les captures d'écran que j'ai pris, que ça soit du match face à l'Atlético et Girone, toutes les erreurs défensives, histoire que vous voyez un peu en même temps quand je parle. Mais c'est vrai que c'est une chose qui est plus qu'alarmante. Il y a un pressing qui ne va pas du tout, mais vraiment pas du tout. Allez revoir ça. Pour ceux qui veulent vraiment voir ce pressing qui est mal fait, etc., plus dans les détails, vraiment voir une analyse beaucoup plus poussée, parce que je vous cache pas que dans la vidéo on va pas vraiment analyser ça, ou sinon la vidéo va durer très longtemps. Mais si vous voulez vraiment une vidéo qui analyse ça très bien, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Café Barça. Il a fait une très bonne analyse du match face à Girone, la défaite. Il a très bien analysé les erreurs défensives, les problèmes de pressing, etc. Je vous renvoie vers sa vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est très intéressante. Elle dure, il me semble, 40 minutes, 50 minutes à tout casser. Et c'est vraiment très intéressant, n'hésitez pas à aller voir ça. Lui, il détaille vraiment pas mal des choses. Moi, je vais plus un peu survoler les choses, même si on va rentrer un peu dans les détails, bien sûr. Mais le problème, c'est qu'on est dans une situation qui nous inquiète tous. Je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Une situation assez inquiétante, alarmante. Tous les termes qu'on veut, on peut les employer honnêtement. Là, c'est assez catastrophique. Quand on voit le niveau qu'on a affiché face à Girone, il y a de réelles questions à se poser. Face à Girone, on a honnêtement eu le même scénario qu'on a eu face à l'Atlético. On est pris dans le dos, on laisse d'énormes espaces, on laisse des boulevards. Une ligne du hors-jeu qui n'est même plus une ligne du hors-jeu, mais une ligne suicidaire, j'ai envie de dire. Bien évidemment, le problème ne vient pas que de la défense, loin de là. Ça serait trop facile de dire oui, mais le problème ne vient que de la défense. Le problème est beaucoup plus complexe que ça. Déjà, t'as un gros problème de pressing qui est juste cataclysmique. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez vraiment pas à aller voir cette analyse de Café Barça. Il a très bien détaillé les choses. Et moi, j'ai vu sa vidéo et honnêtement, c'est plus que catastrophique. Et rien quand tu vois ça pendant le match, tu te dis waouh. Quand tu vois qu'un De Jong est en retard sur son pressing, un Olmo pareil, un Fermin pareil sur certains moments, t'as un Rafinha qui presse, t'as un Gérard Martin qui presse et t'as De Jong qui ne presse pas, ce qui fait que cette petite seconde, même pas cette petite seconde, même plus d'une seconde de retard que De Jong a eu, ça fait que ça casse tout le pressing, ça casse le premier rideau, ça casse ce milieu-là et ça n'a plus qu'à aller vers la défense qui essaye de s'aligner. Les joueurs de Girone et de l'Atlético dans les 2 matchs, et même depuis le début de la saison, beaucoup d'équipes font ça, ils savent très bien comment on joue. Des joueurs qui t'arrivent en pleine course lancée, ils ont plus qu'à les lancer en profondeur, et ensuite il y a plus d'hors-jeu, il y a plus de ligne de hors-jeu, et nos défenseurs qui se retrouvent malheureusement à se retrouver à taper des sprints de 30 à 40 mètres. Je crois qu'on se rend pas compte du travail que Koundé et Baldé ont. Après, on va en parler un peu dans la compo beaucoup plus détaillée, mais les latéraux ont un rôle très essentiel dans ce système de Flick, et c'est pour ça
ça aussi que à certains moments, quand le pressing est mal fait, ils peuvent tout simplement pas revenir ou alors revenir trop tard. On va en parler après dans la compo. Mais déjà, je pense que j'ai pas besoin de vous l'apprendre. Cette ligne du jeu là, on la joue depuis l'année passée. Ça a très bien fonctionné, même si vers la fin de saison l'année passée, surtout après le match face à l'Inter, cette double confrontation, il y a eu des choses alarmantes, on va pas se le cacher, des signes qui nous montraient voilà, que certaines équipes s'étaient adaptées à notre système, parce qu'au début c'était assez surprenant. Quand on voit face au Real Madrid, toutes les équipes, par match, on avait plus de 5 hors-jeu, même plus, tellement on jouait bien ça et que les équipes n'avaient pas de solution et n'avaient pas réfléchi à un truc comme ça. Mais ensuite, les équipes se sont adaptées à notre système de jeu et on a commencé à encaisser pas mal de buts. Après, bien sûr, on revenait à chaque fois au score et voilà, ça disait remontada, match magnifique, mais moi je kiffais les matchs, hein. Je vais pas commencer à faire l'hypocrite, mais c'est vrai que certains qui avaient la vision, et même moi je me demandais, est-ce que le Barça de l'année prochaine, ce Barça là tout simplement, est-ce qu'il allait réussir à renverser des matchs quand on allait perdre de 2-3 buts de retard tout simplement, parce que l'année passée on était mené des fois de 3-4 buts et on était revenu tout simplement, ce qui est juste magnifique. Rien que ce match là face à Benfica, ce match là face à l'Atlético en Liga, et j'en passe, le match face au Celta quand on perd il me semble 3-1, 3-0, on revient à 4-3, enfin bref, ça a été une saison magnifique. Mais le souci c'est que l'année passée on était tellement sur un niveau qui était plus qu'élevé sincèrement, que voilà, tu pouvais avoir je ne sais combien de buts de retard et tout simplement ne revenir au score. Et c'est pour ça que je vous ai pris un graphique tout simplement qui compare le Barça de l'année passée 2024-2025 avec ce Barça là de cette saison là 2025-2026. Ici directement sur le graphique on voit que c'est assez similaire, à part dans une chose où on voit qu'il y a quand même une différence, c'est la défense. Au niveau des contres aussi, où on voit clairement qu'il y a énormément de différence, on va le voir après ici dans les pourcentages. On peut voir aussi qu'il y a une petite différence ici par rapport au pressing. Ici sur le schéma on voit pas si bien. On peut voir ici qu'au niveau physique on est meilleur physiquement parlant cette saison que l'année passée, alors qu'honnêtement ça c'est une stat qui m'a étonné, je vous le cache pas. Ici ça va être un peu plus clair honnêtement. Au niveau des buts ça reste très similaire honnêtement, il n'y a pas une différence énorme. Au niveau de l'attaque pareil, l'attaque est loin d'être le problème. On est l'une des meilleures attaques, encore une fois il me semble, on est dans le top 3 des meilleures attaques d'Europe si je dis pas de bêtises. C'est pas ça le problème, même si sur ces derniers matchs là on a pas mal croqué etc. Le niveau de nos neufs qui est assez inquiétant, on va en parler après dans la compo. Au niveau de la possession pareil, c'est assez similaire que l'année passée honnêtement. C'est là où on va entrer dans vraiment où il y a une grosse différence comparé à l'année passée. Déjà au niveau des contres, ici on voit qu'on est à 73.3 et l'année passée on est à 95.4. Je sais pas si on s'en rend compte, mais la différence est quand même énorme hein, les frères. Ici on peut le voir clairement, déjà rien qu'au graphique tu le vois, et ça je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Au niveau des contres on a beaucoup plus de mal que l'année passée. L'année passée c'était l'une de nos plus grosses forces honnêtement. On arrive à énormément jouer en contre, vite aller en transition, avec une attaque qui était juste magnifique. Le trio Rafinha, Lewandowski, Yamal. Lewandowski qui cette année a énormément de mal, on va pas se le cacher, on va en parler après. Cette saison là on a eu énormément de contres, on a marqué des buts sur des contres, mais rien que si on regarde le match face à Girone ou même l'Atlético, il y a énormément de fois où on part en contre et malheureusement t'as soit un joueur qui fait un mauvais geste, soit un joueur qui fait une mauvaise passe, ou soit il y a de la précipitation de la part des joueurs. Je pense que vous m'avez compris un peu. Comparé à l'année passée où c'était beaucoup plus chirurgical, ça allait en contre directement, tout était bien et on allait au but et on marquait tout simplement. Cette saison là on voit qu'on a beaucoup plus de mal quand même, on va pas se le cacher. De toute façon il est là, le graphique il le montre clairement. Au niveau de la défense pareil quand même hein, il y a une grosse différence. L'année passée la défense était quand même parfaite sincèrement, même si vers la fin de saison il y a eu des signes qui nous ont montré une faiblesse. Peut-être qu'il fallait faire des ajustements tactiques et on s'attendait à peut-être revoir une autre alternative au niveau de cette ligne du hors-jeu là de Flick tout simplement, mais on a quand même eu la même chose et c'est pour ça aussi qu'on a vécu un début de saison assez compliqué, on va pas se le cacher. Quand tu vois les matchs etc, quand tu vois notre niveau au début de saison, je le disais clairement, on n'était pas très satisfait du niveau comme tout le monde, même si après cette défaite face à Chelsea ça a vraiment fait réveiller l'équipe etc, et Flick a notamment fait des ajustements, loin de là. C'est pour ça aussi qu'il faut arrêter de dire que Flick est limité etc. Flick est loin d'être limité. Après bien évidemment je suis pas là à défendre Flick ou quoi, je suis pas un pro Flick ou quoi, j'aime énormément Flick, vous le savez très bien pour ceux qui me suivent depuis longtemps, mais il a sa part à jouer dans ces deux défaites là, surtout cette défaite face à l'Atlético où il joue une ligne du hors-jeu plus que suicidaire. L'Atlético qui aurait pu nous en mettre 6 voire plus, heureusement qu'il y avait Juan Garcia et heureusement qu'il ratait. Girone aurait pu nous mettre facilement plus de 3-4 buts honnêtement, c'est parce que derrière on a Juan Garcia qui rassure encore, Juan Garcia qui couvre énormément de problèmes défensifs depuis le début de saison. Rien quand on regarde quand Juan Garcia était absent, vous vous en souvenez au début de saison là, Juan Garcia et Rafinha étaient absents et on a vu clairement qu'il y avait une grosse différence. Chesney qui voilà, faut pas trop lui en demander, il sortait de sa retraite etc. C'est vraiment le gardien de dépannage quand Juan Garcia est blessé, et pendant que Juan Garcia était blessé on a vu qu'on avait clairement beaucoup de mal, et depuis que Juan Garcia est de retour il nous fait des sauvetages plus que miraculeux. Il y a des matchs sincèrement, là j'ai en tête ce match là face à l'Espagnol, sans ses parades miracles etc entre guillemets, même si on sait que c'est un
gardien qui est très très bon et qui a un avenir très prometteur, et ça fait extrêmement plaisir d'avoir un gardien comme Johan Garcia. Mais sans ces parades-là, on perd le match. On perd le match, honnêtement, faut se le dire, hein, parce que le nombre de parades qui te sort, et ça c'est depuis son retour, hein, il y a beaucoup de matchs où il nous sauve énormément, et il cache aussi ses problèmes défensifs, ce mauvais pressing. Et bien évidemment, quand je parle des problèmes défensifs, je dis pas que c'est que à cause de la défense, loin de là. Ça serait trop facile de dire ah mais c'est à cause de Koubarsi, Eric Garcia, Koundé et Baldé, même si bien évidemment le niveau de Koundé et Baldé est plus qu'inquiétant, on va en parler après dans la compo. Et pour finir ce graphique là, on peut voir qu'au niveau physique on est quand même légèrement meilleur que l'année passée, ce qui honnêtement m'a étonné. C'est un truc qui m'a étonné parce que pour moi, physiquement parlant, on était beaucoup plus mauvais que l'année passée, parce qu'on ressent quand même une équipe qui, surtout dans ce match-là face à Girone, j'avais l'impression de voir des joueurs qui étaient plus que fatigués. Flick après le match l'a dit qu'il allait leur donner 2 jours de repos, qu'ils en avaient besoin, etc. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, je tourne la vidéo jeudi soir, elle sortira très certainement vendredi matin ou dans la soirée, comme ça au moins vous êtes au courant. Mais aujourd'hui, à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, les joueurs sont revenus à l'entraînement, Flick a eu encore une longue conversation avec eux, on a eu le retour de Pedri et Rashford à l'entraînement, des retours qui font extrêmement plaisir, surtout le retour de Pedrinho, le magicien, son retour j'ai très hâte, lui qui sera disponible contre Levante, son retour qui va nous faire plus que du bien, parce que son absence est totalement ressentie sur ces 2 derniers matchs. Et au niveau du pressing, on voit qu'on est quand même un peu plus mauvais que l'année passée, ça se joue pas énormément, hein. Ça se joue à 2, quelque chose, on reste quand même beaucoup plus mauvais, même si pour moi le pressing honnêtement, il y a vraiment, ça n'a rien à voir avec l'année passée, genre c'est le jour et la nuit quand on compare les matchs de l'année passée, comment on pressait cette année. Après bien évidemment je dis pas que pendant cette saison là on n'a pas du tout vu un bon pressing, loin de là, il y a des matchs où on a vu un pressing qui était plus que parfait, et quand le pressing est bien fait, t'étouffes tout simplement l'équipe, et c'est pour ça que Flick veut jouer ce système là, et quand t'étouffes comme ça l'équipe, tu récupères le ballon beaucoup plus haut, et c'est pour ça aussi que quand t'as un gros pressing devant, tu peux te permettre d'avoir une ligne de jeu assez haute, carrément nos défenseurs des fois se retrouvent dans la surface, carrément, des fois t'as plus que Koubarsi, Eric Garcia, et encore à des moments tu voyais plus que Koubarsi rester en défense tout simplement, et encore c'était vraiment le dernier homme, tu pouvais même pas appeler ça un défenseur, c'était carrément un milieu entre guillemets. Et malheureusement là sur ces 2 défaites consécutives, le problème ne vient pas que des défenseurs, loin de là, c'est vraiment le pressing qui est très très mal coordonné, les attaquants qui pressent, les milieux qui sont très en retard, les attaquants on va pas se le cacher, font leur pressing, que ce soit Ferran, Rafinha, Yamal, ils le font. Le souci c'est quand t'as des milieux comme De Jong et Olmo surtout qui étaient beaucoup en retard sur leur homme qui devait presser, bah ça crée tout simplement un déséquilibre énorme, et ça malheureusement ça fait quand le joueur a le temps de contrôler, de faire la passe et de casser ce premier rideau là comme on l'appelle, bah ça fait une autoroute, un boulevard pour les joueurs qui partent après en contre, et la défense se retrouve en face à face, c'est plus que du 1v1, et encore parce que des fois l'équipe adverse se retrouve en surnombre sur notre défense, et ensuite les milieux faut qu'ils reviennent, et quand tu vois l'attitude par exemple d'un De Jong qui revient en trottinant à des moments, c'est pas normal, sincèrement c'est assez inquiétant, on va pas se le cacher. Honnêtement c'est assez logique, c'est voilà, faut même pas être coach ou je sais pas quoi, ou être un connaisseur de football, si le pressing ne suit pas, la ligne haute devient systématiquement suicidaire, même plus que ça, et ça on a bien pu le voir depuis un très long moment, hein, c'est visible depuis plusieurs semaines, etc. C'est plus que compliqué, et je parle de ces problèmes là depuis le début de saison, et y a pas que moi, elle est sur toutes les autres chaînes, on se plaint tous de cette ligne du hors-jeu un peu suicidaire à certains moments. Si Flick avait fait un ajustement, là il vu surtout après le match face au Celta, où t'avais plus une ligne du hors-jeu qui était jouée à chaque fois systématiquement, etc. À des moments les défenseurs ne la jouaient pas, etc. Mais là quand tu vois le match face à l'Atlético et Girone, je vous mettrai, comme je vous ai dit, toutes les captures d'écran que j'ai prises, à des moments tu dis mais pourquoi jouer la ligne du hors-jeu, c'est prévisible, c'est vu que le mec va arriver en course et le mec n'a plus qu'à lui faire une déviation ou lui faire une passe en profondeur, pourquoi se mettre dans autant de difficultés? Après bien évidemment je dis pas que c'est la défense le problème, loin de là, c'est le système de Flick qui fait ça, et c'est pour ça que Flick a une grosse part à jouer sur ces 2 défaites consécutives. La défaite face à l'Atlético, où je comprends toujours pas pourquoi il force à jouer la ligne du hors-jeu aussi haute alors qu'il voit qu'on est en difficulté. Dans cette première mi-temps là, ils se sont procurés je ne sais combien d'occasions franches, ils auraient pu mettre 5, 6 buts et encore plus même, et ça m'aurait pas étonné parce que c'était lunaire honnêtement. À un moment donné, ce match là face à l'Atlético, j'étais en train de me dire comme tout le monde, mais Flick s'il te plaît. Et même face à Girone, honnêtement, quand tu vois qu'une équipe comme Girone qui traverse une saison assez compliquée, même plus que compliquée, qui était 15e, etc., et que cette équipe se crée autant d'occasions, c'est pas normal, hein. Il me semble qu'ils finissent à 2,70 XG, hein. Je sais pas si on s'en rend compte, 2,70 c'est énorme, un truc dans le genre 2,76 de mes souvenirs, c'est juste hallucinant et alarmant. Et c'est pour ça aussi que dans le débrief, quand j'étais à chaud face à Girone, je l'ai dit clairement, tu peux ramener n'importe quelle équipe face à nous, ils vont se créer énormément d'occasions parce que t'as rien qui va tout simplement. Après, je veux bien que les joueurs soient fatigués, que le
pressing, c'est pour ça qu'ils le font pas bien. Mais au bout d'un moment, si Flick sait que les joueurs sont fatigués, faut adapter ton système. Tu peux pas forcer avec ce système-là, alors que c'est cramé depuis la fin de la saison passée, et que beaucoup d'équipes se sont adaptées à nous et ont tout simplement trouvé les brèches et les failles dans cette ligne du hors-jeu, tout simplement. Maintenant, passons un peu à la compo pour parler un peu des solutions, etc., les alternatives que Flick pourrait trouver, tout simplement. Nous voilà sur la compo, c'est dans le même style que les compos d'avant-match, etc., pour ceux qui regardent les avant-matchs. Ici, on va un peu parler de l'effectif, la profondeur de banc qu'on a. On n'a pas une profondeur de banc qui est énorme, loin de là. Et c'est pour ça qu'aussi Flick ne peut pas faire grand-chose avec l'effectif qu'on a, dans le sens où... Et c'est pour ça aussi que l'année passée, je le soulignais, mais pas que moi, bien évidemment. Je disais que ce qu'il a fait, c'est big respect avec l'effectif du Barça, parce qu'on va pas se le cacher qu'on n'avait pas fait un mercato de fou, loin de là. Même cette saison-là, des recrues qu'il a eu, c'est quoi? C'est Marcus Rashford, Juan Garcia, un Rooney Bargi, Marcus Rashford en prêt, Cancelo qui est arrivé pendant ce mercato hivernal. Je pense pas que ça a été à sa demande, mais voilà, plutôt la direction qui l'a ramené, Cancelo qui voulait revenir, etc. en prêt. Et puis voilà, Flick a eu un joueur comme ça et il le prend tout simplement, même s'il le sait très bien que Cancelo, défensivement parlant, c'est très compliqué, hein, on l'apprend pas aujourd'hui. Il est déjà passé par le club, on s'en souvient très bien de la saison avec Xavi. Mais tout ça pour dire qu'en vrai, on n'a pas une profondeur de banc qui est très très grande, loin de là. On a vraiment peu d'alternatives à certains postes. Très bien évidemment, on a des alternatives que j'ai pas mis ici, hein. On a par exemple Geoffrey Torrens, un Tommy Marquez, il y a notamment Chesney, Kochen, etc. Mais bon, Juan Garcia c'est le numéro 1, je les ai pas mis ici. Après, on a le retour de Gavi qui est très imminent, qui va nous faire énormément de bien. Je sais que dans le milieu, Gavi peut jouer quand même partout. Gavi, c'est un joueur, s'il retrouve sa forme, sa totale forme, il peut devenir très 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 fort. Et rien quand tu regardes la pré-saison qu'il a fait, même son début de saison, ça a annoncé vraiment une grosse saison pour sa part. Malheureusement, il y a eu cette blessure-là. Là, il est sur un retour qui est très imminent. Le Barça a remis des photos de lui à l'entraînement. Mais où est-ce que je veux réellement venir, c'est qu'on a vraiment une profondeur des bancs qui est très très limitée. Rien qu'en défense, on regarde la défense centrale, on a Ronald qui peut jouer dans cette défense centrale. On a Gérard Martin, mais bon, c'est la doublure de Baldé, parce que Geoffrey Torrens, tu veux pas compter sur lui, qui peut aussi te dépanner là. Mais si demain, on perd un Koubarsi ou un Eric Garcia, qui était sorti en plus avec des douleurs, hein, face à Girone, j'espère que c'est rien de grave, j'ai pas vu de news sortir par rapport à ça. Mais déjà, si on perd rien qu'un Eric ou un Koubarsi, ça nous enlève une alternative déjà. Je sais pas si on se rend compte. Et ça, après, ça va te laisser plus qu'un Araujo. Si Araujo est blessé ou je ne sais quoi, on n'a plus de défense centrale. Ou alors, va falloir encore une fois bricoler quelque chose. Koundé ici, sa doublure la plus fiable qu'on a, c'est Eric Garcia, mais bon, Eric Garcia, il est titulaire dans cette charnière centrale. Après, on a l'alternative Cancelo, mais bon, Cancelo, on le sait très bien. Flick, je pense qu'il a pas encore totalement confiance en lui. Il sait très bien qu'il a des lacunes défensives, etc. Surtout qu'on joue dans un système où les latéraux sont très hauts, hein, ça, je vous l'apprends pas. Les latéraux sont quasiment comme ça, les milieux sont quasiment comme ça, et t'as des défenseurs centraux qui sont à peu près comme ça, hein. C'est pour ça que je voulais vous dire, là, je peux pas totalement bien représenter ça, parce que la compo ici n'est pas si grande que ça, mais ça donne à peu près un truc comme ça. Et même à certains moments, on voyait un Olmo ici dans le demi-espace, et t'avais un Eric Garcia ici, genre. À peu près ici, t'avais plus qu'un Koubarsi qui tenait la baraque ici, et ça donnait un truc comme ça. Donc t'avais plus que Koubarsi, et Koubarsi qui était devant la ligne, hein, pas derrière, c'est juste que je peux pas le mettre. Et comment après tu veux bien défendre si le pressing devant ne suit pas, les milieux ne font pas bien leur pressing, et après faut pas en vouloir aux défenseurs, hein. Eric Garcia il peut revenir, ça c'est pas un problème. Mais les latéraux, on se rend pas compte de la course qu'ils doivent faire tout sur tout ce couloir là pour revenir, hein. Les latéraux ils ont énormément de travail à faire. Où je veux en venir, c'est qu'on a vraiment un effectif qui est quand même assez limité, l'effectif que Flick a, et voilà, c'est pour ça que l'année passée, encore je le répète, entre guillemets, il nous a fait des miracles avec ça. Il avait pas une profondeur de banc énorme, c'est ça que je veux réellement vous dire. Il avait des joueurs, bien évidemment, des Pablo Torre, des Pau Victor, etc. Mais malheureusement, Flick ne comptait pas sur eux pour les mettre dans des matchs pièges, mais vraiment faire souffler des cadres. Par exemple, rien qu'à Lamine, il aurait pu le faire souffler depuis un long moment, hein, en Copa, etc. Mais il peut pas, parce que c'est un joueur qui est très important. Et pour lui, un Rooney ne va pas faire la même chose qu'un Lamine, et ça, bien sûr, hein. Un Rooney, Lamine, c'est loin d'être le même talent. Mais Rooney vient d'arriver, et ce qu'il montre à chaque fois qu'il rentre, c'est vraiment pas mal, mais malheureusement, voilà, il a pas de temps de jeu, il a pas énormément de temps de jeu. Après, c'est comme je vous l'ai dit, c'est vraiment aussi une question de fiabilité, tout simplement. T'as certains profils aussi qui, pour lui, peut-être ne sont pas adaptés à cette ligne aussi haute et qui peut tout simplement pas les mettre titulaires. N'oublions pas que ce système, quand même, te demande des défenseurs qui sont rapides, qui sont dominants, et il te faut aussi des défenseurs qui sont capables de défendre à 40 mètres dans leur dos et vraiment être sûr d'avoir le ballon s'ils vont en 1v1, parce que la plupart du temps, avec une ligne de jeu aussi haute, les défenseurs se retrouvent en 1v1, et ça, tous les joueurs. Et si un Koubarsi, imaginons, rate son duel, même si face à Girone, tous ses duels en 1v1, il les a tous réussi, il me semble. En tout cas, très peu, il a très peu raté de duels en 1v1, même à Eric. Si
un Eric ou un Koubarsi rate son duel en 1v1 ou un Koundé ou un Baldé, ça fait directement un boulevard, une autoroute et boum, ça part. Et ensuite, il doit faire une course de malade. Si imaginons ici, il rate son duel, boum. Ici, la distance ne paraît pas longue, mais je pense que vous m'avez compris, hein, c'est parce que le terrain ici est petit. Mais bon, c'est vrai que le système là actuellement est assez compliqué. Il est même plus que compliqué. Après, bien évidemment, j'ai pas envie de venir dans cette conclusion là de dire Flick est limité tactiquement, Flick out comme j'ai vu certains. Parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de pro-Flick entre guillemets qui sont quand même dans cette optique de non, mais Flick, on lui fait confiance, etc. Mais au bout d'un moment là, ça devient plus qu'alarmant et ça peut totalement changer notre cours de la saison. Hein. Ça peut casser notre fin de saison, etc. Déjà, on perd la première place du championnat. Ça déjà, j'arrive toujours pas à me le rentrer dans la tête qu'on ait perdu cette première place. Enfin bref. Et ensuite, t'as cette défaite 4-0, le retour qui sera le 3 mars. À l'heure actuelle où je vous parle, ça m'étonnerait qu'il y ait une remontada, mais bon, à tout moment d'ici là, on verra des ajustements tactiques. On espère qu'on aura ça. Et c'est pour ça qu'honnêtement, moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on testerait pas un 4-3-3 avec un faux neuf, comme on a déjà vu l'année passée, surtout avec un Olmo en faux neuf. Parce qu'on va pas se le cacher qu'un Ferran et Lewandowski, les deux, honnêtement, c'est plus que compliqué. Ferran, dans les appels, c'est très bon, etc. Dans le pressing, il est là, mais à la finition, c'est très compliqué. Et pourquoi tout simplement ne pas tester un 4-3-3, tout simplement une alternative qui pourrait être vraiment très bien avec un Olmo en faux neuf, qui l'année passée, ça a été un régal, un 4-3-3 à peu près comme ça. Ou alors mettre un Fermin un peu en 10, même si c'est pas totalement un 10 dans le système de Flick, mais voilà, j'appelle ça un 10 parce que c'est vraiment le poste qui est représenté, mais c'est beaucoup plus un milieu attaquant, si on peut appeler ça comme ça, qui vraiment joue dans les demi-espaces. Fermin, quand il est à ce poste-là, il joue énormément du côté droit, il donne des solutions à Koundé. Ce qui est bien, c'est qu'il colle la ligne et Koundé peut le toucher comme ça, et ce qui crée tout simplement des solutions. Il touche après la mine et il part dans le dos, etc. Fermin qui fait vraiment bien ce rôle-là. Mais honnêtement, moi, avec ce retour de Pedri là, je me dis pourquoi pas tester un 4-3-3 avec un Olmo en faux neuf, un Rafinha à gauche. En plus, on a le retour de Rashford, c'est parfait. Un Lamine à droite, bien évidemment, et tester cette alternative-là qui pourrait vraiment être pas mal. Un Olmo qui est très bon techniquement parlant, ce qu'on veut. À la finition, c'est loin d'être le meilleur, mais devant, t'as quand même un Rafinha qui, à la finition, est quand même chirurgical. Lamine aussi qui peut être chirurgical quand il le veut, même si c'est pas encore son point fort, il a pas totalement cette finition chirurgicale. Je pense que ça serait une bonne alternative et j'espère que Flick a réellement cette alternative, ou du moins une autre solution, un plan B vraiment en cas d'urgence. Parce que nous, face à Girona, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire, on s'attendait à avoir des ajustements tactiques, plus une ligne du hors-jeu trop haute, parce que nous, ce qu'on demande, c'est pas bien évidemment de jouer un bus, de se regrouper comme ça, parce que de toute façon, on n'a pas les joueurs pour jouer un bus. Ça, on n'a pas les joueurs pour jouer un bus, loin de là. Mais ce qu'on veut réellement, c'est une ligne du hors-jeu qui soit un peu plus basse et qu'elle soit pas vraiment jouée systématiquement. Et quand tu vois des équipes qui sont adaptées à ça, arrêter un peu de la jouer et vraiment de suivre les joueurs et arrêter de chaque fois vouloir chercher l'alignement, parce que des fois, ça peut être trompeur. Et des fois, ça passe, bien évidemment. Il y a beaucoup d'hors-jeux qui sont sifflés par match. Il y a aussi beaucoup d'hors-jeux qui sont pas sifflés parce qu'on récupère le ballon et qu'ensuite on joue. Et aussi, les arbitres en Liga prennent 10 ans à siffler les hors-jeux. Je comprends pas pourquoi. En tout cas, voilà où est-ce que vraiment je vais en venir. C'est pas forcément qu'on recule complètement. C'est pas ça que je veux dire, mais une ligne un peu moins haute, comme je l'ai dit. Mais c'est vraiment essayer d'être plus intelligent selon l'adversaire et essayer de s'adapter à l'adversaire comme les adversaires font avec nous et s'adaptent avec notre ligne du hors-jeu, tout simplement. Et ça, ils ont même pas besoin de s'adapter parce qu'ils voient à chaque match qu'on joue ça. Avant de nous affronter, ils ont besoin que de préparer ça à l'entraînement et ensuite, en match, ça passe. Et comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, si notre pressing continue à être aussi dégueulasse, tu peux mettre n'importe quelle équipe, que ça soit une des deux, ramène n'importe quelle équipe, elle va se créer énormément d'occasions parce que le pressing est mauvais et que t'as un milieu qui est pas du tout solide. Et c'est pour ça qu'il faudrait soit te mettre un 4-3-3 comme je vous ai dit ici, ou alors repasser avec un double pivot Pedri De Jong qui sera de retour et un double pivot beaucoup plus solide. Et ça permettra tout simplement d'avoir plus de protection devant la défense, moins d'espace dans l'axe, c'est un bloc vraiment beaucoup plus compact parce que ces derniers temps, sur ces deux derniers matchs, ces deux défaites là consécutives, on a vraiment vu un bloc qui était totalement coupé en deux, décimé, ce que vous voulez. Sincèrement, c'est inquiétant. Honnêtement, c'est inquiétant. En tout cas, voilà, moi je vous ai donné un peu mes alternatives, mes solutions. On sait qu'on n'a pas une profondeur de banc qui est énorme, mais on a quand même des qualités. On a un Casado qui peut, si on veut vraiment avoir un double pivot très solide, pourquoi pas le mettre à la place de De Jong, parce que pour l'instant, De Jong me satisfait pas honnêtement sur ces deux derniers matchs. Défensivement parlant, c'est très faible. Quand je revois un peu rien que face à Girona, il est pas là dans les efforts, alors qu'un Casado, à chaque fois ça lui retombe dessus, t'as l'impression que le mec c'est juste un peu le bouche-trou, que voilà, tu le mets titulaire, s'il joue pas bien, tu peux le sortir
perd à la 30e comme face à l'Atlético. Je trouve ça pas très bien, honnêtement, comment est géré ce cas Casado. Alors que, honnêtement, pour moi, Casado peut devenir très important parce qu'il a des qualités défensives qui sont très très bonnes, qui sont clairement meilleures qu'un De Jong. Sur les qualités défensives, bien évidemment, je vous vois déjà arriver parce que sur d'autres points, bien évidemment que De Jong est meilleur, les qualités techniques, etc. De Jong est nettement meilleur, mais Casado, défensivement parlant, c'est quelqu'un qui se bat énormément. C'est un soldat tout simplement, un peu dans le style de Gavi, même si Gavi c'est un peu le soldat et l'artiste en même temps, le maestro, et parce qu'il sait jouer au foot, même si voilà, certains ne voient que son côté catcheur entre guillemets, enfin bref. Mais pourquoi pas en vrai essayer d'intégrer un Casado, et vraiment, je pense qu'on pourrait avoir un double pivot vraiment très solide, surtout avec un Pedri, les deux jouent extrêmement bien ensemble. Pedri qui lui aussi fait les efforts, alors que de base c'est loin d'être un 6, mais avec cette ligne de jeu qui serait un peu moins haute et ce pressing qui serait mieux fait, ça permettrait qu'il récupère plus de ballons comme il le fait depuis le début de saison et l'année passée. Je crois que c'est l'un des joueurs qui récupère le plus de ballons dans le milieu. Si ce n'est c'est lui, je crois qu'il récupère le plus de ballons, il me semble, Pedri. En tout cas, voilà, ça aurait été tout par rapport à ces alternatives-là que je vous ai proposées. N'hésitez pas à me donner votre avis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Honnêtement, ce que je vous ai dit là, c'est rien de fou, hein. Je suis pas un coach, je suis pas un mec qui analyse ou quoi. Je suis un mec lambda comme vous qui regarde mes matchs tranquillement. Et j'ai pensé à ça tout simplement. C'est vrai que beaucoup en parlent aussi sur Twitter de tester un Allemand en faux neuf. Je pense qu'il y a Allemand en faux neuf, ça pourrait pas mal régler de problèmes tout simplement au niveau du pressing, etc. Et peut-être aussi à ce qu'on joue mieux au foot, parce que ces derniers temps, je sais pas vous, mais moi j'ai pas l'impression de voir un Barça qui joue bien au football, loin de là. Rien que face à Girona, ça a été catastrophique, on a pas du tout bien joué au football. C'est vrai que j'ai oublié d'en parler, mais après aussi la défense qui nous porte peut-être aussi préjudice, c'est le niveau individuel de Baldé, Koundé qui est assez inquiétant, même plus qu'inquiétant. Baldé, voilà, quand tu vois, quand Gérard Martin était titulaire face à Girona et qui sort, c'est le jour et la nuit, hein. Gérard Martin défensivement, etc. il rassurait beaucoup plus que Baldé. Même au niveau des passes, Gérard Martin rassurait énormément à la place d'un Baldé. Baldé qui rentre et qui arrive même pas à t'aligner une passe. Koundé, défensivement, il a beaucoup de mal, sincèrement, on va pas se le cacher. Après, bien évidemment, ça s'explique par l'année passée, il a joué je ne sais combien de minutes de jeu. Je peux comprendre. C'est le joueur du Barça qui a joué le plus de matchs, plus de minutes. C'est peut-être ça aussi qui, ça lui coûte son niveau qui a baissé clairement, parce que l'année passée, c'était l'un des meilleurs à son poste. Si ce n'est, c'était le meilleur avec Hakimi. En tout cas, voilà, ça aurait été tout par rapport à ces alternatives là, etc. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Ensuite, voilà, pour conclure cette vidéo, la saison elle est loin d'être terminée, mais on arrive quand même dans un tournant de la saison où c'est là où va falloir bien réagir. On espère que Flick va se remettre en question et j'espère tout simplement qu'il va pas donner raison à certains qui disent qu'il est limité, etc. Parce que pour moi, Flick est loin d'être limité. Après, c'est un coach, comme certains aiment le dire, qui préfère mourir avec ses idées, mais j'espère qu'il va mettre ça de côté et trouver des ajustements tactiques, parce que sinon cette fin de saison là va devenir un cauchemar pour nous. J'imagine même pas en Ligue des Champions, mais je pense que sincèrement Flick est pas bête, il va trouver les solutions, il va trouver les alternatives, lui et son staff, et les joueurs vont aussi relever la tête. Et puis voilà, certes on est dans une situation qui est assez compliquée, on vient de perdre la première place après cette défaite face à Girona, tu perds ce match aller en Copa del Rey 4-0 face à l'Atlético, ce qui te fait dire que t'es déjà éliminé, même si le match retour est encore à jouer, on verra bien, mais on espère tout simplement qu'il y aura une réaction de la part des joueurs, une réaction surtout de la part de Flick, qui va un peu revoir ce système là, parce que voilà, je suis pas en train de défendre Flick ni quoi que ce soit, parce que clairement ces deux défaites consécutives là qu'on a eu, c'est clairement de la responsabilité de Flick, on va pas se le cacher. Il aurait dû intervenir, faire des ajustements, on attendait ça face à Girona et on n'a pas eu ça tout simplement, et au final ça te coûte cette défaite et surtout la première place, et on se retrouve maintenant derrière le Real Madrid avec 2 points d'écart. Va falloir attendre tout simplement, faut pas de leur part, même si ça m'étonnerait, on verra bien comment ça va se passer. En tout cas voilà les frères, ça aurait été tout par rapport à cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner, à me donner votre avis en commentaire. J'ai vraiment essayé d'être le plus clair, etc., et de donner vraiment mon avis par rapport à la situation actuelle, donner les alternatives possibles, la comparaison comme je vous ai dit avec l'année passée, cette année. On est aussi revenu un peu sur ce fameux cas Flick, est-ce qu'il est limité tactiquement comme certains aiment le dire, etc. En tout cas voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, on se retrouve samedi pour l'avant-match Barça Levante. C'était Azro, passez une très bonne fin de semaine, ciao les frères.